L'issue d'un affrontement entre une abeille et un frelon géant semble assez évidente. Ce serait comme un combat entre un chaton et un tigre à dents de sabre. Et une armée d'abeilles contre une armée de frelons, ce serait comme des centaines de chatons contre des centaines de lions. Il semble que les frelons l'emportent aisément, puisqu'un seul d'entre eux peut tuer plus de 1000 abeilles en moins d'une heure et demie. Mais si cette bataille avait réellement lieu, elle pourrait s'avérer plus compliquée, épique et inattendue qu'on ne l'imagine. Un groupe d'abeilles travaille toute la journée. Elles pollinisent les plantes et les fruits et récoltent le nectar des fleurs. Elles travaillent dur et rentrent à la ruche à la fin de la journée. Elles ne remarquent pas qu'un imposteur vole parmi elles, un frelon géant. Il est plus gros qu'une abeille, mais a les mêmes couleurs jaune et noir. Personne n'y prête attention. L'imposteur entre dans la maison des abeilles sans invitation et émet un craquement répété. Ce sont ses mâchoires qui se referment. Affamé et furieux, il entame son festin. En quelques secondes, le frelon plonge la ruche dans le chaos. Le frelon est pourvu d'un dard avec un venin toxique, mais il peut s'en passer ici. Pour les abeilles, le monstre utilise ses mâchoires acérées. Les habitants de la ruche se ruent sur l'ennemi, mais il ne ressent rien. La situation empire car les abeilles ne peuvent pas survivre après avoir utilisé leur dard. Elles sacrifient leur vie pour protéger leur foyer et leur reine. Malheureusement, toutes leurs tentatives sont vaines. Après s'être rassasié, le frelon s'envole pour trouver de nouvelles proies. Une seule abeille parvient à survivre. Elle s'échappe de la ruche pour avertir les autres. L'abeille visite toutes les ruches de la vallée et signale le puissant ennemi. Toutes les abeilles commencent à se préparer à l'attaque. Elles lèvent une armée. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le frelon géant visite une nouvelle ruche, mais cette fois, les abeilles sont prêtes. Elles attaquent l'ennemi de tous les côtés. Pendant un moment, il semble que les piqûres d'abeilles fonctionnent. Le frelon s'affaiblit. Son activité diminue. L'espoir de la victoire donne confiance aux abeilles, mais pas pour longtemps. À ce moment-là, 10 autres frelons arrivent dans la ruche. Le premier frelon l'a marqué grâce à une phéromone unique avant la bataille. Cette odeur a attiré ses amis et maintenant, les abeilles n'ont plus aucune chance. Dans la nature, les frelons laissent une trace pour que d'autres puissent trouver l'endroit marqué. En quelques minutes, 11 frelons ont détruit une ruche de 25 000 abeilles. Il y a peu, cette terre ensoleillée fleurissait grâce à celle-ci. Désormais, elle s'est transformée en une vallée sans vie. Les frelons géants ne veulent pas perdre de temps à chercher les ruches. Alors ils se divisent en groupes et volent vers différentes zones de la vallée. Ils marquent les ruches avec leurs phéromones et entament un nettoyage à grande échelle. Leur faim et leur soif de destruction sont insatiables. Certes, les abeilles connaissent maintenant leur ennemi et remarquent le frelon dès que celui-ci apparaît dans les airs, mais cela ne les aide pas. À chaque bataille, elles emploient de nombreuses stratégies pour le combattre. Une fois, les abeilles ont essayé d'attaquer un nid de frelons, mais c'était une mission suicide. Les fleurs ne sont plus pollinisées, le miel n'est plus fabriqué. Les abeilles vivent dans la peur de s'envoler hors de leur ruche. En cette heure sombre, où il ne reste presque plus d'espoir, une infime chance de victoire apparaît pourtant. Une espèce d'abeille japonaise a appris à vaincre l'ennemi. La nouvelle s'est répandue dans toutes les ruches. La stratégie semble fonctionner. Elles ont réussi à repousser plusieurs frelons géants. La peur disparaît et les abeilles sont prêtes à se battre de nouveau. Dans le monde réel, ces abeilles ont appris à combattre les frelons géants, mais les autres espèces ne peuvent pas le faire. Les abeilles attendent donc l'ennemi. Elles savent toutes ce qu'elles ont à faire. Finalement, un frelon géant apparaît. Des centaines d'abeilles l'attaquent et l'enveloppent de leur corps de tous côtés. Elles recouvrent complètement le frelon et se mettent à vibrer. La vibration simultanée de toutes les abeilles réchauffe l'ennemi. La température est de plus en plus élevée. Le frelon n'arrive pas à s'en sortir. Les abeilles semblent le rôtir avec l'énergie de leur corps. Quelques minutes plus tard, le frelon géant tombe. Les abeilles le jettent hors de la ruche. Elles sont maintenant sûres de leur victoire. Un autre frelon arrive. Les abeilles fatiguées l'attaquent et se remettent à vibrer. Le monstre suivant arrive et encore un autre. 10, 20, 100 frelons arrivent. Les abeilles n'ont pas autant de ressources et d'énergie. Les chances de gagner sont à nouveau nulles. Pour l'emporter une fois pour toutes, les abeilles doivent s'unir. Toutes les ruches, des centaines de millions d'abeilles. Une immense prairie sans vie est le théâtre de la bataille finale. Toutes les abeilles de la vallée affluent ici. Elles sont prêtes pour le dernier combat. Le silence s'installe. Puis l'air se met à vibrer. De loin, on peut entendre le bourdonnement des frelons. Ils ont multiplié leur population par centaines.
car aucun des animaux ne peut leur résister. La défaite des abeilles semble inéluctable, mais aucune ne compte battre en retraite. Deux essaims entrent en collision l'un avec l'autre. Ce n'est pas une bataille, c'est une destruction sans nom. Des centaines de milliers d'abeilles tombent au sol en quelques minutes, mais pas un seul frelon. Une espèce entière d'insectes est en train d'être anéantie. Mais que se passe-t-il ? Le champ est soudain recouvert d'un étrange brouillard. Les abeilles et les frelons ne se voient plus. Puis, à travers le voile blanc, elles apparaissent. Des silhouettes de créatures gigantesques. Elles arrivent au beau milieu de l'action. Des milliers de frelons les attaquent, mais tout cela est inutile. Les abeilles s'écroulent rapidement et perdent conscience. Les frelons s'évanouissent aussi. Certains essaient de s'envoler, mais le brouillard les en empêche. Tous les insectes s'endorment. Quelqu'un a utilisé du gaz pour arrêter ce combat, et ce quelqu'un est le principal allié des abeilles. Un être humain est entré en jeu. Pourvu d'épaisses combinaisons de protection, les gens ramassent les frelons anesthésiés sur le sol. Ils les mettent dans un panier et les abeilles dans un autre. La collecte des insectes dure plusieurs heures. Ensuite, les abeilles se réveillent dans leur ruche, indemnes. Les frelons, pour leur part, se réveillent dans des récipients spéciaux. Ils sont piégés et ne peuvent plus faire de mal à personne. Les humains détruisent les nids de frelons dans le monde entier. Ils ne leur permettent pas de se multiplier. Les abeilles sont responsables du cycle de la vie dans la nature. Elles aident de nombreuses plantes à se reproduire grâce à la pollinisation. Les abeilles font pousser les baies et les fruits que nous mangeons. Elles s'occupent des fleurs dont se nourrissent les vaches et d'autres animaux d'élevage. Grâce aux abeilles, nous faisons pousser beaucoup de coton. Si les frelons les détruisent, il y aura entre autres une pénurie de vêtements fabriqués dans cette matière. T-shirts, jeans, vestes, tout cela sera plus cher, puis disparaîtra totalement des magasins. De nombreux produits perdront leur goût riche et leurs propriétés utiles. Les animaux et les hommes ne recevront plus assez de vitamines. Les vaches ne produiront plus de lait. Il n'y aura plus de fromage, de crème, de beurre et d'autres aliments. Tu ne pourras plus commander un hamburger bien juteux au restaurant. Les aubergines, les piments, les kiwis, les myrtilles, les groseilles et bien d'autres choses encore disparaîtront des étalages. Moustiques, punaises de lit, puces, scarabées, taons, des millions d'insectes sont impatients de se régaler du plus délicieux des desserts, toi. Surtout s'il fait chaud dehors et que tu transpires un peu. La bonne nouvelle, c'est que peu d'insectes veulent te manger. On estime qu'il existe environ 10 millions d'espèces d'insectes dans le monde. Et seulement 14 000 d'entre elles se nourrissent de ton fluide vital. Quelques centaines d'entre elles piquent régulièrement les humains. Ok, je suis d'accord, c'est toujours trop. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans le passé lointain, les insectes n'osaient pas attaquer les gros animaux pour se nourrir. Ils ont développé leur capacité à se nourrir de sang entre 200 et 65 millions d'années. Et il existe plusieurs théories pour expliquer ce phénomène. Imagine de petits scarabées et insectes qui vivent dans le nid d'un dinosaure volant ou d'un ancien oiseau géant. Ils se nourrissent de sécrétions d'oiseaux, d'herbes pourries, de feuilles, ou de champignons. Puis, un morceau de peau ou une plume d'un animal tombe sur leur table. Les insectes le goûtent et ils aiment ça. Puis un dinosaure arrive et les scarabées sentent une odeur familière. Ils grimpent sur sa peau et le mordent. Ou ils tombent accidentellement sur la plaie ouverte d'un oiseau et le goûtent. Pour les insectes, ce serait la chose la plus délicieuse qu'ils aient jamais mangée. Ouais, je suis d'accord, c'est un critère plutôt dégoûtant. D'autres insectes possèdent un long et fin tube d'alimentation appelé trompe. Ils l'utilisent pour se nourrir de la sève des plantes et d'autres insectes plus petits. Et là, un de ces coléoptères se pose sur un mammifère blessé et le mord accidentellement. Le corps du coléoptère possède déjà la bonne enzyme capable de digérer le sang. Donc, à partir de ce moment, le scarabée ne veut plus rien manger d'autre que du nectar rouge. Le scarabée donne naissance à une progéniture et celle-ci reprend la capacité de se nourrir de sang. Imagine que tu as mangé de l'herbe et des feuilles toute ta vie et que tu goûtes à du pudding à la banane. Tu ne voudras plus retourner manger de la bonne vieille herbe, n'est-ce pas ? Tu voudras toujours du dessert. Les insectes ont eu la même sensation lorsqu'ils ont goûté à du bon sang bien gras. Délicieux! Une des théories les plus sympas dit que la soif de sang des insectes est due à des microbes. Le sang n'est pas une nourriture idéale pour les coléoptères. Il ne contient pas assez de vitamines ou de nutriments pour eux. C'est pourquoi tout un écosystème de micro-organismes a dû se former à l'intérieur de leurs intestins. Ces bactéries peuvent synthétiser certaines vitamines essentielles avec l'aide du sang. Ces dernières ne survivront pas si elles cessent de se nourrir de ce liquide rouge.
Et lorsque ces bactéries disparaissent, les insectes ont des problèmes de développement et de reproduction. Il est impossible d'identifier la raison exacte, car le passage de la nourriture végétale à la nourriture animale s'est produit il y a très longtemps. Depuis lors, l'évolution a créé diverses façons d'extraire le sang. Les espèces dépendantes du sang les plus connues sont, bien sûr, les moustiques. Seules les femelles moustiques ont besoin de sang pour produire des œufs. Lorsque les moustiques volent, ils sentent la chaleur, le dioxyde de carbone et l'acide lactique dans l'air. Ces odeurs les attirent et ils volent vers la source, un animal ou un humain. Ensuite, le moustique se pose sur sa proie et insère son dard dans la peau. En même temps, il sécrète de la salive pour empêcher la coagulation. La sensation cutanée désagréable que tu ressens après la piqûre est une réaction allergique de ton corps à la salive du moustique. Ensuite, la femelle produit des œufs et laisse les larves dans une eau stagnante. Il peut s'agir d'un étang, d'un égout ou d'une piscine extérieure. Les petits moustiques se nourrissent de substances organiques présentes dans l'eau, puis grandissent et partent pour leur première chasse. Les simulies se nourrissent également de sang, mais elles ne le font pas aussi soigneusement que les moustiques. La mouche femelle se pose sur la proie, utilise ses mâchoires acérées pour couper la peau et dévore son repas. Heureusement, elle ne dérange pas trop les humains. Leurs principales cibles sont le bétail et les animaux sauvages. Les thans et les chrysops sont les véritables ennemis de l'homme. Leur morsure est assez douloureuse. Les mouches ordinaires qui vivent dans la rue et à l'intérieur des maisons sont très agaçantes, mais elles peuvent se régaler sur ta peau sans même te piquer. Tout ce dont elles ont besoin de ta part se trouve à la surface. Tu sécrètes de la sueur, des protéines, des glucides, des sels, du sucre et d'autres produits chimiques que la mouche recueille avec son rostre. Et bien sûr, elle comprend à peine que tu es un être vivant et que tu ne veux pas partager ta nourriture avec elle. C'est pourquoi une mouche n'a pas peur de toi. Tu as probablement remarqué que certaines personnes se font piquer par des insectes plus souvent que d'autres. Tu pourrais être en train de te promener dans le parc et les insectes t'envahissent. Mais ton ami qui marche juste à côté de toi, lui, ne sent rien du tout. Ça veut dire que tu es sucré. Les scientifiques croyaient que certaines personnes ne ressentent rien lorsqu'elles sont mordues. Leur corps n'a pas une réaction aussi forte à la salive du moustique. Mais des études récentes ont montré que le nombre de piqûres dépend de la génétique et de nombreux autres facteurs. Environ 10 à 20% des personnes sont simplement plus attrayantes pour les insectes prédateurs. Ont-elles de la chance ou de la malchance ? Les moustiques utilisent une variété de sens pour choisir la proie parfaite. Ils ont des capteurs de dioxyde de carbone et d'humidité. Ils distinguent également les odeurs de centaines de produits chimiques différents libérés par les humains. Chaque odeur a une signification spécifique pour différents types de moustiques. Il existe des milliers de nuances et de niveaux d'odeur qui peuvent attirer certains moustiques ou en repousser d'autres. Les moustiques les plus agressifs aiment les choses que les moustiques ordinaires ne peuvent pas sentir. Certains moustiques s'attaquent à tes jambes, d'autres à ton cou. Les aliments et les boissons que tu consommes jouent également un rôle important en la matière. Ils modifient l'odeur de ta peau. L'épaisseur de la peau, la quantité de chaleur dégagée, les nuances de couleur et ton groupe sanguin, tout cela compte pour les insectes. Mais il y a quelque chose qui attire presque tous les insectes. C'est l'odeur de la sueur. Plus tu es sale, plus tu es attirant pour eux. L'odeur désagréable de la sueur est créée par des millions de bactéries rassemblées sur ta peau. Elles attirent les moustiques. Certaines espèces aiment la sueur fraîche, d'autres préfèrent la sueur stagnante à l'arôme désagréable. Mais si tu es propre, tu deviendras invisible pour la plupart des petits monstres volants. Tu es donc à la maison en train de déguster ton thé du soir sous une couverture chaude quand tout à coup tu vois un gigantesque moustique. Ses longues pattes agiles ont l'envergure de ta main et il se heurte maladroitement à tous les obstacles qu'il rencontre. Malgré son apparence maladroite, il est tout de même terrifiant. Et s'il était porteur de la malaria ? Et s'il te dévorait vivante dans ton sommeil ? Doucement, pour ne pas attirer l'attention du monstre sur toi, tu te lèves de ton fauteuil moelleux et cours jusqu'à la salle de bain, tu t'enfermes dedans et tu ouvres le navigateur de ton téléphone. Après quelques secondes, tu pousses un soupir de soulagement. Il s'avère que ce n'est qu'une tipule, ce n'est pas du tout un moustique. Elle peut ressembler à une bête féroce, mais elle est en fait pacifique et même inoffensive. De nombreuses tipules n'ont même pas de bouche, elles ne mangent donc pas du tout, et celles qui ont un bec se contentent de grignoter le doux nectar des fleurs. Les tipules sont vraiment maladroites dans les airs.
Leurs ailes plutôt petites ne sont pas adaptées à la taille de leur corps énorme et de leurs longues pattes. Elles sont donc lentes et se laissent facilement attraper. Les oiseaux et les grenouilles, ainsi que les chauves-souris et les chats les adorent. La seule façon pour elles d'éviter d'être mangées est de perdre un membre. Leurs pattes se cassent facilement, même si rien ne les touche. Et si tu as encore la tentation de te précipiter pour mettre le feu à ta maison quand tu en vois une, pense à ceci. Les tipules peuvent te dire si l'eau de la piscine dans laquelle tu t'apprêtes à te baigner est de bonne qualité. Si tu vois ces insectes sur l'eau ou au-dessus de l'eau, c'est bon signe. De plus, les pêcheurs font souvent ressembler leurs appâts à des larves de tipules. Cela les rend plus appétissants pour les poissons. Mais en parcourant Google, tu te laisses entraîner à lire sur d'autres insectes étranges et bizarres. Par exemple, voici la punaise puante au visage d'homme. Non, elle ne pue pas vraiment, du moins pour les humains. Elle émet des phéromones qui attirent d'autres punaises, leur indiquant qu'il y a de la nourriture à proximité. Sa caractéristique la plus singulière réside dans son nom. La punaise à visage d'homme a un visage sur le dos, avec 3 points noirs dessinés sur du rouge. Cette couleur vive sur son dos avertit les prédateurs que l'insecte n'est pas bon ou même toxique, tandis que les yeux noirs attirent l'attention sur eux de la tête vulnérable. Le nom de la chenille à dos de sel est également très révélateur. Elle ressemble à une créature d'une autre planète avec une selle vert vif sur son dos. Et cette selle est malheureusement la seule partie de l'animal que l'on peut toucher sans danger. Les épines que l'on peut voir sur tout le reste de son corps sont acérées et hautement venimeuses. Si tu veux lui donner une tape amicale sur le dos, assure-toi de ne toucher rien d'autre. Eh bien, nous avons ensuite le scarabée titan. Voici le plus grand coléoptère du monde. Il peut atteindre la longueur de ta paume, avec tous tes doigts. En voir un dans la nature peut être une expérience choquante, surtout s'il te vole au visage. Mais ne t'inquiète pas, heureusement, ce géant est calme et ne mord pas si tu ne lui veux pas de mal. Toutefois, si tu le mets en colère, ne laisse jamais ses mandibules te toucher. L'insecte sifflera et te mordra, et un seul de ses coups peut casser un crayon en deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'un scarabée titan adulte ne se nourrit pas du tout. Il n'a pas besoin de nourriture pour survivre. À l'état de larve, il reçoit suffisamment d'énergie pour rester bien nourri, même une fois adulte. Comme j'aimerais avoir cette capacité. Un insecte à l'apparence encore plus menaçante est le weta géant. Ces créatures, qui vivent en Nouvelle-Zélande et ressemblent à des grillons, ont l'air d'avoir oublié de fermer le portail de l'enfer. Un énorme corps de bœuf avec 6 pattes pointues, de longues antennes d'allure extraterrestre et de grosses mandibules qui pourraient couper l'acier. En fait, ces insectes géants sont plutôt pacifiques et ne mordent pas à moins d'être provoqués. Et même s'ils le font, ce n'est pas aussi grave que tu pourrais le croire. Il existe des vidéos qui montrent des wetas en train de mordre les mains de personnes qui les tiennent et qui ne font aucun mal. Ne te laisse donc pas effrayer, même si un insecte de ce type peut peser plus qu'un moineau. Les papillons atlas semblent avoir 3 têtes, dont 2 sont des têtes de serpent. Ces jolis insectes volants nocturnes ont des formes étranges au bout de leurs ailes qui ressemblent à des têtes de serpent. Cela semble être leur mode de défense contre les prédateurs. C'est aussi pour cela qu'on les appelle parfois papillons cobras. En Asie du Sud-Est et en Inde, où ils vivent normalement, les papillons atlas se retrouvent souvent dans les fermes à papillons où ils produisent de la soie. Et ça, c'est un spectacle. L'envergure de ces papillons peut atteindre 25 cm. C'est donc plus grand que ta main. Les araignées pans sont peut-être les arachnides les plus mignonnes du monde, juste après leurs cousines sauteuses. Elles sont si petites que tu ne les verras probablement pas se faufiler dans ta cuisine. Mais si tu as l'occasion de les observer de plus près, fais-le. Les araignées pans sont magnifiques. Elles ont de grands yeux de fouine, un pelage bleu et rouge brillant et de jolis poils sur le corps et les pattes. Et leur danse nuptiale est vraiment impressionnante. Dommage qu'elles ne vivent qu'en Australie. Un autre papillon de nuit sur la liste, le papillon sphinx colibri. Tu te souviens de l'Atlas, comme il était énorme ? Eh bien, celui-ci est aussi grand qu'un colibri et ressemble beaucoup plus à son homonyme que celui-ci. La vitesse à laquelle il bat des ailes, sa longue langue pour boire le nectar des fleurs, et même le bruit qu'il fait en volant, tout cela te fait te demander si c'est vraiment un papillon de nuit, finalement. Bien sûr, cette bestiole poilue est absolument inoffensive et tu dois t'estimer heureux si jamais tu en vois une. L'araignée tisseuse d'orbe a de longues cornes et c'est l'un des arachnides les plus étranges au monde. Il s'agit d'une araignée ordinaire à tous égards, mais pour une raison inconnue, elle arbore 2 longues cornes incurvées sur le dos.
Le dos lui-même est orange vif pour éloigner les prédateurs, le rouge signifiant le danger. Mais les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi cette araignée a besoin de ses griffes. Voilà un mystère à découvrir pour toi.